Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle session d'information sur Monaco Info. Voici les titres de ce vendredi. Nous commencerons ce journal avec la remise de prix de la Société de géographie qui avait lieu à Paris. Nous assisterons à la traditionnelle réunion des bureaux de la DTC à l'étranger. Nous découvrirons les grands événements 2014 qui se préparent au musée océanographique. Nous reviendrons sur la 38e édition du Festival international de cirque avec une opération pour les enfants. Et nous terminerons en musique avec la présentation de l'opéra Rusalka à la salle Garnier. Pour débuter ce journal, direction Paris avec ce coup de projecteur sur la Société de géographie. C'est l'une des plus anciennes sociétés savantes françaises. Chaque année, elle prime de grands spécialistes et ce jeudi, le souverain a récompensé deux lauréats. Émilie Rousseau et Thomas Deus étaient sur place. L'ambassade de Monaco à Paris accueillait une cérémonie bien particulière jeudi soir en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, celle de la remise des prix de la Société de géographie. Cette association a été fondée il y a plus d'un siècle et demi, en décembre 1821 exactement. Elle a pour but de faire progresser le savoir et la culture géographique. Cette société rassemble aujourd'hui près d'1 millier de membres. Elle est à la fois constituée d'universitaires, de chercheurs, mais également d'amoureux des voyages. Chaque année, la Société de géographie remet ses grands prix. Ils sont au nombre de 10. Parmi eux, le Grand Prix des sciences de la mer, Albert Ier. Ces prix ont été remis par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, membre d'honneur de la Société de géographie, comme l'a été son père, le Prince Régnier III, et son trisaïeul, le Prince Albert Ier. Le professeur Jean-René Vanet et l'amiral François Bellec ont tous deux été récompensés dans le domaine des sciences de la vie et de la terre et des sciences humaines. Je peux vous assurer qu'il n'y a pratiquement pas eu de débat, que nous sommes tombés d'accord sur ces deux noms, qui sont des Français. Une autre fois, il y aura un ou plusieurs étrangers, comme il y en a eu dans le passé, qui sont le professeur Jean-René Vanet, qui est un spécialiste mondialement connu de la géomorphologie des océans et des fonds sous-marins, et en même temps des courants marins. Donc c'est à la fois les reliefs sous-marins, les côtes et les courants et les pêches. Donc c'est un homme vraiment universel et en même temps un très grand spécialiste de l'histoire des explorations marines. Et puis l'amiral Bellec, Monseigneur le Prince connaît bien, a été membre du conseil d'administration de l'Institut océanographique, de la Fondation Albert Ier, a été directeur du musée de la Marine. C'est un magnifique, un extraordinaire peintre de la marine et il est aussi mon vice-président à la Société de géographie et c'est un homme merveilleux qui est un vrai savant. C'est un grand bonheur, bien entendu. D'abord, c'est totalement inattendu, je dois dire. Parce que je connais depuis longtemps la Société de géographie, je connais depuis longtemps la Fondation Albert Ier de Monaco. Je n'avais jamais pensé qu'on penserait à moi pour me donner ce prix, dont le premier récipiendaire a été quand même le commandant Cousteau. Donc il y a tout de même des personnalités qui sont illustrées dans ces sciences humaines auxquelles tenait tant le prince Albert Ier. Donc voilà, donc moi c'est un grand plaisir. Comme l'a rappelé le souverain dans son discours, ce prix, créé par le prince Régnier III dans les années 70, témoigne une nouvelle fois de l'engagement de la principauté dans le domaine de la protection de l'environnement. Dans le reste de l'actualité, les traditionnelles cérémonies de vœux continuent en principauté. Le département des relations extérieures et de la coopération s'était réuni à l'hôtel de Paris. Une réception était offerte au corps consulaire pour entamer cette nouvelle année. Une conférence débat était organisée par la Fédération patronale monégasque. Il était question de dialoguer autour du thème 4 ans après un nouvel état du monde. Plusieurs personnalités étaient présentes, comme notamment le ministre d'État Michel Roger. La direction du tourisme et des congrès a réuni ses membres représentant les différents bureaux de la DTC à l'étranger durant toute cette semaine. L'occasion de faire le point sur la destination Monaco, un reportage de Fabien Bonilla. Une réunion annuelle comprenant 23 personnes, les représentants des bureaux de la direction du tourisme et des congrès de Monaco, de Tokyo à New Delhi, en passant par Milan, Hanovre, Sydney et Londres, sans oublier Moscou, Shanghai et New York. En tout, 9 bureaux de représentation à l'étranger.
Ici, le principe de cette réunion, c'est de les faire venir pour leur donner les dernières informations sur Monaco, pour déterminer ensemble leur stratégie pour l'année 2014, aussi de prévoir un budget pour l'année 2015, parce qu'on doit prévoir à long terme. Nous avons par exemple eu la chance d'avoir le conseiller pour les finances qui est venu nous expliquer exactement quelle était l'évolution de notre considération par rapport à l'OCDE. Ça a été une chance pour eux, parce qu'effectivement, les choses évoluent toujours positivement pour Monaco. Ils ont besoin de le savoir, ils ont besoin de le savoir en temps réel et de le communiquer dans le monde, parce qu'il faut savoir que ce sont des gens qui, tous les jours, dans le monde entier, parlent de Monaco et sont en train de promouvoir la destination Monaco. C'est énorme. Plusieurs workshops ont été organisés avec pour grande ligne les nouveautés sur le marché du tourisme, les améliorations et les projets. Et des projets, il y en a particulièrement du côté de l'hémisphère sud, avec une grosse opération en septembre prochain. Alors en 2014, ce sera l'année de l'Australie, ce sera l'année où on va avoir un événement absolument incroyable en Australie, un très très gros événement grâce à la complicité de la France qui a accepté de présenter la destination Monaco comme la destination phare où aller quand un Australien veut se rendre en France. Et à partir de là, ils organisent un dîner gigantesque le 1er septembre à Sydney avec 360 invités. Alain Ducasse fera la cuisine, les autorités de Monaco seront présentes, l'ambassadeur de Monaco à Sydney bien sûr, mais aussi toutes les autorités touristiques et puis évidemment les partenaires, le Fairmont Hotel, la SBM, le Novotel, beaucoup d'hôtels de la Principauté, le Columbus, le Méridien. Donc nous sommes présents avec les partenaires pour promouvoir la destination. Le bureau de la DTC à Sydney a une belle carte à jouer et beaucoup de travail pour cette opération. C'est la plus grosse et incroyable opportunité que nous ayons eue en Australie. Nous aurons le plus grand chef au monde, Ducasse, qui va venir cuisiner pour nous. Nous aurons les vins les plus précieux de la cave de l'Hôtel de Paris pour une exposition. C'est une chance que l'on doit saisir. Nous allons travailler au plus près avec les médias, le monde du commerce, de la communication et du marketing. Nous ferons le maximum pour cette fantastique opération que nous attendons avec impatience. Il faut savoir que l'Australie est un marché très important pour la DTC. Les Australiens ont été désignés comme étant les touristes qui dépensent le plus lorsqu'ils sont en voyage. Un autre objectif important pour la direction du tourisme et des congrès, l'exposition universelle de Milan en 2015, du 1er mai au 31 octobre plus exactement, avec bien sûr un pavillon monégasque. Direction à présent le musée océanographique. Une conférence de presse était organisée ce jeudi. Les équipes du Temple de la Mer vous dévoilent la programmation 2014. Le récit d'Alexandra Pani. Le directeur général de l'Institut océanographique, Robert Calcagno, recevait jeudi matin Étienne Franzi et Werner Peyer pour renouveler leur partenariat avec la compagnie monégasque de banque. L'occasion également d'évoquer devant la presse un bilan de l'année 2013 positif pour le musée océanographique avec plus de 700 000 entrées cette année. L'établissement compte bien continuer sur sa belle lancée en 2014 avec 2 importants projets en perspective. En 2014, nous avons 2 projets importants. Un que vous venez de visiter, c'est le chantier de réaménagement de toute la partie Méditerranée de nos aquariums, chantier qui devrait se terminer au début du mois d'avril et être inauguré, être ouvert au public avant les vacances de Pâques. Et puis un deuxième très beau projet qui est, si je peux m'exprimer ainsi, la version 2.0 de l'exposition requin, où nous travaillons avec nos partenaires chinois, la famille Wang, le groupe Parkview, pour mettre en place une très belle exposition artistique. Nous sommes en ce moment même en train de commissionner une 12aine d'œuvres auprès de cette vague de formidables entrepreneurs chinois à qui nous avons demandé de travailler sur le thème de l'art et de l'homme et du requin. Plusieurs nouveaux espaces seront également aménagés, dont une zone d'engagement, pour permettre aux visiteurs de signifier leur désir de protéger la Méditerranée. L'ambition du musée océanographique est de surprendre et informer les visiteurs de manière interactive et ludique. En marge du Festival international du cirque qui se poursuit jusqu'à dimanche, 3 numéros étaient proposés aux classes de primaire des écoles de la Principauté. Les enfants ont pu assister aux répétitions sous le chapiteau de Fontvieille. Un reportage de Christine Datomel. Le chapiteau de Fontvieille résonnait d'éclats de rire ce jeudi matin et une douce atmosphère a envahi les lieux. C'est avec des yeux emplis de malice que les écoliers de Monaco ont acclamé les animaux et leurs dresseurs.
11 classes de 5 ans des écoles de la Principauté ont pu assister aux répétitions, des moments toujours magiques et inoubliables pour les enfants et leurs maîtresses. Ils sont par terre, elles suivent les messieurs, mais il marche pas le micro. Les otaries, c'est des animaux très Oui, il marche. Quel âge elles ont les otaries? Une qui a 6 ans, une qui a 7 ans, ça marche. Et une qui a 10 ans. 17 ans. Et quel bruit elles font? Elles font quel bruit? C'est qui fait ce bruit-là? Les otaries. C'est facile de faire le boulot. Même nous, on arrive. Le cirque à Monaco, ça fait partie de la culture, donc c'est dommage de ne pas en profiter. D'autant plus que nous, l'école de Fontvieille, nous sommes tout près. Et les enfants adorent le cirque. C'est vraiment une motivation. À partir de là, on peut rebondir sur toute une activité pédagogique spécifique autour des animaux, autour du métier du cirque. Donc c'est vraiment très, très, très enrichissant. Et puis regardez les enfants, ils adorent. Ils sont vraiment des spectateurs enthousiastes. J'ai vu les otaries. Et qu'est-ce qu'elles font les otaries? Je sais plus. Elles jouent avec quoi? Avec des cerceaux. Avec les ballons sur leur nez. C'était des chiens. Et si le numéro des otaries semble avoir marqué tous les esprits, celui des éléphants a quant à lui beaucoup intrigué les enfants. Ils s'allongent par terre. Ils sont gris. Ils mangent. Ils mangent beaucoup les éléphants? Oui. Qu'est-ce qu'ils mangent? Du foie gras. La princesse, elle a sauvé baby et Népal. Des enfants conquis par ces moments volés. Ces échanges partagés entre les petits, les animaux et les dresseurs sont très importants, car parfois, dans l'esprit de certaines personnes, le cirque véhicule une mauvaise image concernant la vie des bêtes dans cet univers, une image pourtant bien éloignée de la réalité. C'est très bien parce que les animaux au cirque, c'est vraiment important pour nous, pour le cirque classique. Et c'est intéressant à savoir et important à savoir pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Parce que maintenant, il y a beaucoup de rumeurs et le cirque a beaucoup de problèmes avec des gens qui savent rien du tout de faire travailler les animaux et qui se plaignent qu'ils sont maltraités, ils ne sont pas bien gardés. Pour cette raison, c'est très important pour nous, pour le Festival de cirque, de montrer ça aux adultes, mais aussi aux enfants. Mais bien sûr, aux enfants, il faut expliquer ça dans une autre manière. Mais comme vous avez vu, c'est les animaux qui vont à l'école. C'est ça, c'est l'école. Comme les enfants. Comme les enfants. Des représentations pédagogiques pour construire une culture commune autour du cirque, héritage de la Principauté. Et c'est avec des souvenirs plein la tête et des étoiles dans les yeux que les petits ont quitté le chapiteau de Fontvieille, le cirque, une grande famille dont font partie les petits monégasques et résidents de la Principauté. Et sachez que la New Generation aura lieu cette année les 1er et 2 février prochains. Parlons musique à présent. L'Opéra de Monte-Carlo propose le spectacle Rusalka jusqu'au 31 janvier prochain à la Salle Garnier. Il s'agit d'un mélange de mélodies folkloriques et d'harmonies classiques. José Sacré vous en dit plus. Rusalka est un conte lyrique d'Anton Dvorak, inspiré notamment de La Petite Sirène d'Andersen. Rusalka est une nymphe qui prend forme humaine afin de conquérir celui qu'elle aime, mais elle doit en échange céder sa voix. C'est donc muette qu'elle tombe dans les bras du prince. Bientôt le prince, las de la silencieuse beauté de Rusalka, se détourne d'elle pour suivre une princesse étrangère. Rusalka, pour exprimer sa douleur, retrouve sa voix. Le prince, accablé de remords, revient vers Rusalka, qui l'avertit que son étreinte sera mortelle. Le prince l'enlace et meurt dans ses bras. Ce dernier baiser apporte aux amants le bonheur qu'ils n'ont pu trouver dans le monde des hommes. On parle toujours du malheur de Rusalka, qu'elle a fait pas un bon choix, qu'elle est trahie par cette prince et qu'il ne pouvait pas donner l'amour à elle parce qu'elle est pas humaine.
Mais en fait, les dernières paroles qu'elle dit à la fin, quand le prince meurt dans ses bras, elle dit merci pour toute cette humanité, pour tout cet amour humain que vous m'apportez. Ce n'est pas une femme victime, c'est une femme très forte. La musique a une force, c'est presque comme une drogue. Il y a 3 heures de musique qui emballe le public et on plonge dedans. C'est une musique qui joue beaucoup avec les effets d'eau et je pense pour ça aussi on a cette sensation de plonger dans un monde, dans un univers complètement différent. Et je pense que c'est ça un des secrets du succès de cet opéra. Bien sûr, il y a aussi la conte de fées qui attire tout le monde, tous les âges et chacun peut interpréter quelque chose de différent dans cette pièce. Les musiciens se donnaient avec un énorme intérêt pour cette œuvre. Ils ont magnifiquement bien préparé leur papier et je le trouve en très très grande forme. C'est très difficile cet opéra dans cette salle parce on a beaucoup changé. Je fais le plus grand effort possible d'avoir l'équilibre parce que l'orchestration de Dvorak est très, très chargée. Oui. Et je fais tout possible qu'on entende les chanteurs de temps en temps au moins et que l'orchestre ne soit pas trop fort. Pour la première fois à l'Opéra de Monte-Carlo, Rusalka est à découvrir les 24, 26, 29 et 31 janvier. C'est une œuvre qui va plaire à tout le monde, aux enfants, aux adultes, mais c'est très facile d'être touché. C'est magnifique, c'est une merveille. Parlons football et du choc de la 22e journée de Ligue 1. L'AS Monaco reçoit Marseille ce dimanche au Stade Louis II. Alors quels sont les enjeux de cette rencontre? Élément de réponse avec Frédéric Elion. Une victoire dimanche et Monaco repousserait Marseille à 16 points après 22 journées. De quoi éjecter quasi définitivement les Olympiens, deuxième l'an dernier, de la course à la Ligue des Champions. Deux équipes aux dynamiques opposées, Monaco reste sur un succès à Toulouse en Ligue 1 et une qualification en Coupe de France à Chasselet. Marseille s'est fait sortir des 2 coupes en une semaine avec des défaites à Lyon et contre Nice. J'aurais préféré qu'ils gagnent sincèrement, puisque voilà, ils vont être plus attentifs, plus sérieux et avec plus de détermination je pense, donc ça va être un peu plus difficile. Le match contre Marseille c'est compliqué parce que Marseille c'est une bonne équipe et quand une bonne équipe comment je peux dire, pas de résultats, c'est plus dangereux. Et je veux dire une autre chose. Pendant je vois le match contre Nice, il méritait beaucoup plus pendant le premier mi-temps. Et après, concéder le but de les 3-1. Donc, ce sera un match très, très, très important pour Marseille. Il sera un match très important pour nous. Ça reste toujours un gros match. Donc nous, d'abord, on se doit de se préparer comme un match normal, mais on sait que dans nos têtes, ça reste quelque chose de grand ce week-end. Donc on va se préparer et on va essayer de ramener les 3 points, tout simplement. Monaco devra se passer des services de Radamel Falcao, victime d'une lésion du ligament croisé intérieur du genou gauche à Chasselet. Le Colombien pourrait manquer toute la fin de saison et rater la Coupe du Monde. Un gros coup dur pour lui et pour Monaco. Je pense que pour nous était une coupe très dure parce que Falcao pour nous c'est beaucoup de choses. Et tout le monde ici c'est très proche à lui en ces difficiles moments.
C'est toujours dur de perdre un grand attaquant. Surtout que voilà, nous on compte beaucoup sur lui, donc voilà, c'est dur pour nous, mais bon, on a aussi un effectif de qualité, donc on est conscient qu'on peut faire de grandes choses aussi. Falcao, c'est un joueur pour nous très important, et maintenant je veux penser à réfléchir quelle est la meilleure opportunité pour nous. Claudio Ranieri pourrait revenir au 4-2-3-1 avec Ocampos et Ferreira Carrasco sur les côtés pour ce match face à l'OM. Anthony Martial s'est entraîné ce vendredi et pourrait revenir dans le groupe pour dimanche. Coup de projecteur à présent sur le 17e rallye Monte-Carlo historique. Pour certains concurrents, l'étape de concentration a déjà démarré en début de semaine. Le Barbadjan Racing Team, quant à lui, prendra le départ ce vendredi soir pour regagner Valence. En attendant, les 6 voitures étaient présentées officiellement ce jeudi soir au Yacht Club de Monaco. Daniel Elena, Pierre Casiraghi, le commandant Solaire, Gérard Brianti, de grandes personnalités font partie de l'équipe. Sachez que Monaco Info sera présent sur les routes tout au long de l'épreuve pour suivre cette belle aventure. Et avant de refermer cette édition, comme à chaque fois, passons aux prévisions météo. Samedi, du soleil au programme avec des températures allant de 8 à 15 degrés. Dimanche, toujours un ciel bleu malgré quelques nuages et un thermomètre plutôt stationnaire. Lundi, début de semaine avec quelques nuages et un mercure plutôt agréable. Et enfin mardi, très peu de changements avec une maximale de 14 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très bon week-end à tous sur Monaco Info.